Donc, bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire Les données au cœur de la stratégie d'affaires. Mon nom est Laurence et je suis la directrice expérience chez Logian. Donc, je voudrais vous remercier pour votre participation aujourd'hui. Un peu sur la logistique de la présentation. Si vous avez des questions au courant de la présentation, vous pouvez les poser à tout moment dans la section questions et réponses de votre panneau de contrôle Teams. La session d'aujourd'hui va durer 45 minutes et nous répondrons aux questions à la toute fin. Ensuite, on va vous faire parvenir la présentation par courriel après le webinaire. Donc, rapidement comme ça, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Logian, nous sommes une firme en TI comptant plus de 500 experts dans notre écosystème. Chef de file dans notre industrie, nous concevons des solutions technologiques et d'affaires propulsant les organisations les plus ambitieuses comme la vôtre. Nous pouvons vous accompagner en vous offrant nos services en ingénierie logicielle, en stratégie organisationnelle, intelligence d'affaires, en sciences des données, en design d'expérience, en amélioration de processus ainsi qu'en implantation d'outils et de plateformes technologiques. Notre raison d'être, c'est vraiment de créer l'efficience technologique. Vous pouvez toujours en apprendre plus sur nous au www.logian.com. Aujourd'hui, nous avons avec nous deux experts, donc sans plus tarder, je laisse la parole à Julie qui ouvrira la session d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Laurence. Tout d'abord, bienvenue à tous aujourd'hui. On a un webinaire très excitant devant nous dans lequel on va se concentrer sur, bien sûr, les données au cœur des stratégies d'affaires dans un domaine qui est très intéressant, qui est le commerce de détail. Puis, nous allons vous présenter quelques cas pour les mettre de l'avant. Puis ensuite, il va y avoir une période de conclusion et dans laquelle vous allez pouvoir poser des questions. Donc, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Je me présente, Julie Laroche. Je suis directrice en service conseil avec le chapeau analytique et IA chez Logian. Dans mon ancienne vie, j'ai pu avoir en fait la possibilité de travailler comme directrice en sciences des données. J'ai pu aussi faire partie d'un monde du MILA, de l'Institut d'intelligence artificielle du Québec. Mais avant de plonger dans le monde des données, j'ai eu la chance de faire une maîtrise à l'Université McGill où j'ai eu la chance de rencontrer celui qui m'accompagne aujourd'hui, Charles de Brabant. Merci beaucoup de te joindre à moi aujourd'hui, qui est un ami et mentor sur lequel on a eu la chance de travailler sur un défi à McGill. Charles, merci de ta présence aujourd'hui. C'est un plaisir, Julie. Je suis ravi d'être là et ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Écoute, je me rappellerai toujours justement durant la pandémie où on a pris le temps de lancer cette initiative-là qui est le Retail Innovation Challenge avec l'université, avec plusieurs entreprises québécoises. Puis j'aimerais en fait te demander justement non seulement tes directeurs exécutifs pour l'université, mais j'aimerais que tu m'expliques justement un peu plus ton rôle au sein de McGill, ce que tu fais pour l'industrie et ce que l'Académie fait pour le Québec. OK, merci de m'avoir invité. Donc, je suis le directeur exécutif de l'école Ben Sadoun du commerce au détail à l'université McGill. J'ai plus de 30 ans d'expérience, dont 25 qui sont plus directement corrélés avec le commerce de détail un peu partout dans le monde. Donc, j'ai œuvré en Europe, basé à Paris pendant une quinzaine d'années, et après en Chine pendant 10 ans, et dans le sud-est asiatique, basé à Kuala Lumpur pendant 5 ans, avant de revenir ici à Montréal pour prendre le poste au tout début de ce qu'on appelait à l'époque une initiative, parce qu'on n'était pas encore une école. Et ça s'est passé durant l'été 2017. Et tout ça est dû à un don que Aldo Bensadoun, qui est quand même un des grands personnages du commerce de détail au Québec, a fait un don très significatif pour créer cette école qui a comme mission d'être ou comme vision d'être la meilleure institution académique au monde dédiée au futur du commerce de détail.
Donc, notre rôle au sein de McGill et avec cette école, c'est d'offrir des programmes à tous les niveaux, donc à partir du bac jusqu'au doctorat et même ce qu'on appelle postdoc et la formation des cadres. On a un laboratoire qu'on a co-créé avec Couche-Tard, qui est un vrai magasin, pour ceux qui ne l'ont pas vu, au coin de Sherbrooke et McTavish, dans lequel on expérimente des technologies, des nouveaux modèles de magasinage. Donc, on avait à un moment donné un magasin qui était divisé en deux, une partie sans friction ou sans contact. On était le premier au Canada, un peu comme en Amazon Go, c'est pour ceux qui connaissent un peu le modèle plus américain. Et de l'autre côté, un magasin typique Couche-Tard, peut-être un peu plus ce qu'on peut appeler un flagship, si j'avais à dire, parce que c'est quand même peut-être un plus beau Couche-Tard que la plupart des autres. Mais c'est un magasin normal Couche-Tard dans lequel on peut expérimenter en grandeur nature, ce qu'on appelle dans un environnement ouvert. Et puis, je vais juste terminer, Julie, sur... on est très présent dans l'écosystème québécois. Le ministère d'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie nous soutient assez fortement en termes de moyens financiers pour faire rayonner l'école, le laboratoire, mais aussi pour aider l'écosystème des PME au Québec avec de l'assistance directe qui peut se faire à travers le défi dont tu as parlé, Oui. qui peut se faire à travers des stages et aussi par la dissémination de connaissances. Et en ce moment, on démarre une tournée provinciale qui va durer jusqu'en fin 2024. Où on a commencé à Vaudreuil, on a fait Lévis le 5 juin et on sera à Drummondville le 21 juin. Et j'ai l'impression de parler comme Céline Dion. On est en pré-ouverture pour ces concerts, donc non. Écoute, je pense que McGill a définitivement l'écosystème pour soutenir les entreprises, puis je trouve ça vraiment impressionnant. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'y aller, je vous invite à aller au magasin Couche-Tard. Je l'ai testé moi-même. Puis ça nous fait justement rentrer dans le vif du sujet pour aujourd'hui. La réalité du commerce de détail, c'est un domaine, une industrie qui roule beaucoup, qui existe depuis très longtemps, qui a des défis propres à certains justement segments, branches. Puis, je suis vraiment contente de t'avoir avec moi justement pour faire le pont entre l'expertise de la science de données puis une industrie qui va donner vraiment des exemples concrets de la place de la science des données dans tout ça. Puis, donc, sans plus attendre, la partie la plus intéressante du programme aujourd'hui, les données dans la stratégie d'affaires. Je suis sûre, Charles, avec la place que tu as à McGill, justement, avec le laboratoire, tu es au cœur de l'innovation. Lorsqu'on regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux, dans les communications, on entend vraiment beaucoup parler d'IA, on entend parler d'automatisation, de ChatGPT qui est en train de changer la façon dont les gens travaillent. Ça veut dire beaucoup de choses, mais en même temps, c'est très difficile. C'est pas encore clair comment ce genre d'outil-là peut aider une organisation. Donc, aujourd'hui, mais j'en profite d'avoir ton expertise avec moi pour avoir justement ton point de vue sur toutes ces nouvelles choses qui sont trendy, mais comment ça peut vraiment servir aux entreprises, aux PME québécoises et ailleurs. Et si on parle de données, c'est clair que je te présente des chiffres aujourd'hui pour commencer. Puis, une chose qui est certaine, c'est qu'on entend tous parler, la majorité des entreprises veulent investir, ils veulent mettre de l'argent sur des nouvelles technologies qui vont leur permettre d'utiliser l'IA et les données. Puis ce que je trouvais intéressant pour creuser un peu plus, je suis allée demander à nos voisins les États-Unis qui sont très trendsetters dans ce genre de techno pour voir quel type de technologie ils aiment justement mettre de l'avant pour le commerce de détail. Et quand je regarde le graphique que j'ai en face de moi, puis j'ai bien hâte d'avoir ton avis là-dessus, c'est quand on regarde les premiers, en fait, ceux qui sont les plus populaires,
On parle d'expérience client personnalisée, de visibilité de l'inventaire et de donner des meilleurs outils aux gens dans les magasins. Est-ce que ça te surprend? Non, non, pas du tout. Ce que je trouve très intéressant dans ce top 3, c'est que ça englobe ce qu'on peut appeler en mauvais français le back-end, le front-end et les employés. Donc, ça englobe l'ensemble de l'entreprise. Donc, ce qui est très... nous, on le voit très en première ligne dans ce que nous demandent les organisations en termes de talent dans leurs entreprises au niveau du commerce de détail. Il y a vraiment une demande dans quasiment tous les univers fonctionnels chez nos partenaires, chez les entreprises, les détaillants dans lesquels vont travailler nos étudiants qui sortent de notre programme, hein, spécifiquement de celui du commerce de détail, dans tous les univers fonctionnels. Et puis, donc, c'est assez bien représenté dans ce top 3, qu'on soit vis-à-vis du client, en train de gérer les inventaires en arrière ou pour donner les outils à nos employés pour être plus performants. Ça ne m'étonne pas du tout. Ben, écoute, ce qui est intéressant, c'est que, bon, on les regarde, puis c'est assez évident, les données en font partie. Lorsqu'on regarde justement de la visibilité de l'inventaire, c'est de rendre la donnée accessible en temps réel. L'expérience du client personnalisée, c'est de pouvoir mieux connaître le consommateur à travers de l'information, puis les outils des employés en magasin, c'est pour les aider à prendre action sur ce qui se passe et rendre leur vie plus facile. Mais écoute, pour la suite, avec ces stats-là, ce que j'aimerais voir avec toi, c'est te mentionner quelque chose qui est assez pertinent, c'est que tu dis que ça touche toutes les sphères d'activité. Dans une organisation, dans un modèle d'affaires d'une organisation, c'est pas juste au niveau de l'utilisation elle-même, c'est changer comment les employés travaillent, c'est comment développer des outils qui vont être faciles à adopter, mais aussi c'est d'avoir justement l'infrastructure technologique qui va soutenir ça. Donc, avec tous ces éléments-là, comment une entreprise peut justement prioriser ce genre d'outils? Est-ce qu'il doit absolument penser, OK, la donnée est partout, il faut absolument que je change mon modèle d'affaires pour changer tous les départements, ou tout simplement canaliser son énergie sur un objectif spécifique? Puis, je pense que le premier cas qu'on a devant nous est va bien démontrer en fait comment la donnée peut avoir un impact sur l'entièreté de l'organisation. Et je parle du programme Moi. Je ne sais pas si les gens sur l'appel aujourd'hui, on en a entendu parler, mais moi, je peux confirmer justement en tant que cliente de Jean Coutu que j'ai été exposée à ce nouveau programme qui englobe plusieurs bannières, puis ça a changé la façon dont je perçois ces marques-là. Donc, j'aimerais t'entendre parler. Est-ce que, d'abord, Charles, je suis certaine que tu en as entendu parler. Oui, absolument. En termes de ce que je pense, écoutez, moi, je suis, je vais quand même dire, je suis physiquement entouré par spécialistes en analyse de données et en intelligence artificielle. Vraiment des experts mondiaux. Par exemple, Maxime Cohen est une superstar dans cet univers-là. On a un professeur chinois qui est vraiment à ma droite, qui est aussi une sommité là-dedans. Donc, je pense que la faculté et l'école sont très forts en analyse de données. C'est un aspect de différenciation dans ce que peut offrir McGill au niveau de ce qu'on fait. En même temps, j'entends souvent parler que le futur du commerce de détail, c'est le data ou les données. Et moi, juste avec ce premier cas, je dis absolument. Mais avec d'autres cas, je dis
faites vraiment attention parce que je pense que le futur n'est pas la donnée. La donnée peut assister. Donc, moi, je fais vraiment une distinction et on peut rentrer un peu plus dans le détail, qui est pour des biens essentiels, et le programme Moi est un excellent exemple. Ou peut-être ce que je devrais dire, c'est que moi, je vois le commerce de détail s'acheminer vers deux extrêmes où il faut être bon, il faut aller vers une extrême ou l'autre pour survivre. Ceux qui se mettent au milieu sont des dinosaures, s'ils n'ont pas encore disparu, sont en voie de disparition. Sears, Toys R Us sont des très bons exemples côté nord-américain, si on veut. C'est ce qu'on peut appeler les biens essentiels et ce qui est représenté ici, et tout ce qu'on peut appeler les marques ou les détaillants plus expérientiels, et on pourra rentrer un peu plus dans je pense que ce qui sera le deuxième cas, Julie, si je comprends bien la direction dans laquelle tu vas. Mais juste pour dire qu'ici, c'est absolument clair que pour les biens essentiels, c'est la donnée qui va faire la différence, ou elle est absolument fondamentale et cruciale pour faire la différence. Et je pense que cette illustration avec le programme Moi, qui a des impacts partout au sein de l'entreprise, mais d'une certaine façon de manière plus importante vis-à-vis des consommateurs et des consommatrices, montre bien que sans données, les acteurs des commerces de biens essentiels peuvent pas tirer leur épingle du jeu. Et ceux qui le font le mieux, et on le voit bien avec Amazon, on le voit bien avec Walmart, si on prend deux acteurs mondiaux, ou Alibaba, et si on vient un peu plus chez nous, je pense que des acteurs comme Metro le font très bien. C'est clair que la donnée est essentielle. Mais et puis on rentrera un peu plus dans l'autre extrême, mais ce qui m'embête juste un tout petit peu, c'est que sur les commerces de biens essentiels, c'est les gros acteurs. C'est eux qui font la une des journaux tous les jours, et qui parlent des données et dire que le futur du commerce de détail, c'est que de la donnée. Et ça, je pense que c'est pour tout le monde sur l'appel. Faites attention parce que pour beaucoup, les gens achètent, mais de manière générale, les gens n'achètent pas de la donnée. Je ne vais pas chez Metro pour acheter de la donnée. Je vais chez Metro pour acheter des fruits et des légumes et de la viande et d'autres biens essentiels. C'est pour ça que je dis la donnée est fondamentale, mais au bout du compte, je ne sors pas du magasin avec la donnée. J'adore ton opinion, Charles, puis c'est une des raisons pour laquelle je te voulais avec moi aujourd'hui. Tu mentionnes quand même un fait qui est très important, du fait que lorsqu'une organisation, on le sait, on l'a vu dans le commerce de détail avec la pandémie qui est arrivée, il y a eu vraiment un changement sur les modèles d'affaires sur les entreprises. Ils ont dû, du jour au lendemain, ceux qui avaient simplement un pignon sur rue, de se digitaliser. Ils ont dû avoir un site web. Quand on parle de la logistique de transportation, de livraison, gestion de paiement en ligne, ça a eu un impact sur leurs opérations, puis ils ont dû faire vraiment un changement technologique assez extrême dans un court laps de temps. Ils sont justement, maintenant qu'ils ont tous ces outils-là en place, là, on parle justement, on a les grands joueurs qui parlent de la donnée, et là, ils essaient de dire, OK, mon ben, parfait, maintenant qu'on a toute cette plateforme-là, ou qu'on a accès à ce data-là, qu'est-ce qu'on peut en faire? Et je crois que Metro, dans son programme, que souvent, peut-être qu'on ne voit pas lorsqu'on est consommateur, puis justement, lorsque moi, j'ouvre mon application, moi, et je vois les offres personnalisées qui comprennent mes achats récurrents, qui va faire en sorte que je vais choisir Metro plutôt qu'IGA, plutôt que certaines autres bannières, simplement parce que l'offre est plus personnalisée. Ce projet-là de données a un impact qui leur fait gagner, économiser sur plusieurs processus. On ne parle pas juste d'offrir une expérience client qui est meilleure, mais ça leur permet de gérer leur stock. Ils savent qu'est-ce que les consommateurs vont consommer, à quelle fréquence. Ils vont savoir s'ils sont justement des utilisateurs de
justement Jean Coutu, Super C? Est-ce que leurs habitudes d'achat varient selon les rabais pour justement pour des biens ou peut-être qu'on est beaucoup plus sensible au prix? Moi, si j'achète une boîte de pâtes, si demain matin, ma boîte de spaghettis me coûte le double du prix, ça va peut-être faire en sorte que je vais changer de magasin. La concurrence est vraiment forte. Puis, en mettant ce genre d'accent-là sur ce genre de projet-là, au lieu de canaliser mes énergies à faire des analyses plus approfondies, cette stratégie-là de lier, de comprendre mon modèle d'affaires puis de mettre un programme de fidélité en place, ça répond à plus qu'un besoin. Donc, je suis totalement d'accord et puis je trouve que, bon, déjà, l'appeler moi, c'est très pertinent parce que ça revient au consommateur, mais donc ça permet de personnaliser avec les données de manière absolument incroyable et en même temps, le back-office, comme on en parle, est totalement lié et on est capable d'optimiser. C'est clair que, je veux dire, moi, ça me fait penser à Tesco au Royaume-Uni, qui pendant 15 ans a gagné 1% de part de marché dans l'univers des hypermarchés, ce qui est quand même incroyable. Je veux dire, juste pour mettre ça en contexte, le PDG de Carrefour, qui est la plus grande entreprise en France, c'est une des plus grandes entreprises en Europe, s'il perd 0,5% de part de marché dans le secteur des hypermarchés en France, il perd son boulot. Donc, juste pour gagner 1 point tous les ans. Et ça, ils l'ont fait avec du CRM, des données et une capacité de personnaliser qui était hors norme à cette époque-là et qui serait d'une certaine façon hors norme même aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que le partenaire, c'est dunnhumby, avec lequel travaille Métro, Métro travaille avec eux depuis, ou le groupe Métro travaille avec eux depuis très longtemps. Donc, c'est clair que ça, c'est d'une puissance incroyable quand c'est bien fait. Mais on n'en doute pas dans ce cas-là, dans les biens essentiels. Je pense que rentrer dans les données opérationnelles, ça peut être très, très utile. Mais pour revenir justement à ta position par rapport aux données, j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'en faisant justement un peu de recherche, je suis tombée sur Ann Pitcher, qui est justement vice-présidente chez Ultra and Fruit, qui a un peu de la même perspective de toi sur les données. Donc, dans son discours, on le sait que dans le commerce de détail, quand on se lance plus vers le luxe et des marques qui sont fortes et qui comptent sur leur image de marque pour positionner leur organisation, c'est ambivalent. Donc, il y a beaucoup de cœur, il y a beaucoup de choses qualitatives qui sont beaucoup plus difficiles à exprimer. Puis, une des marques qu'ils font, bon, mais c'est sûr que Ultra and Foo sont très forts là-dessus, mais qui ne connaît pas Nike? Donc, rendu là, je pense qu'on est, pour tous ceux qui sont sur l'appel, j'imagine, on a tous entendu parler d'expérience, comment les produits sont fabriqués, tout ça, mais le consommateur l'oublie. Et Nike a réussi, avec les années, de dégager quelque chose qui est plus fort que ses propres produits. Donc, Charles, là-dessus, je sais que avec ton parcours que tu as eu en Asie, en Europe, tu sais à quel point la gestion de la qualité puis de l'expérience du client est essentielle et même c'est ça qui est au cœur de la stratégie d'affaires puis du positionnement de la marque. Et tout le reste, tous les outils, tout ça, ne viennent que soutenir ce positionnement-là qui est très fort. Et même si il y a quand même beaucoup de concurrence, ça reste des défis qui sont vraiment différents que les biens essentiels. Ben, écoutez, Julie, par rapport à ça, pour moi, c'est le grand drame aujourd'hui, c'est qu'on focalise beaucoup plus sur ce que fait des Walmart, des Amazon, des Alibaba, des acteurs comme ça, Dollarama,
l'homme le plus riche ou la personne la plus riche au monde aujourd'hui, Bernard Arnault, qui est le propriétaire de LVMH, donc Louis Vuitton, Moët Hennessy. Il est plus riche que je suis en train d'oublier le patron de Twitter et de Tesla. C'est quand même incroyable. Elon Musk. Elon Musk, pardon, excusez-moi. Et bon, c'est clair que Bernard Arnault, il œuvre dans l'univers du luxe. Et moi, je ferais la distinction là entre ce que j'appelle l'extrême de l'expérience et ce qu'il a défini, parce qu'une marque comme Nike n'est pas une marque de luxe. Mais ce qui fait leur différence, c'est des marques aspirationnelles. Et l'aspirationnalité, la donnée, très rarement va vous la donner. C'est très rare que vous allez être aspirationnel parce que la donnée vous a indiqué quelque chose. L'objectif de ces entreprises-là, c'est de faire en sorte que les rêves des consommateurs et des consommatrices deviennent une réalité. La donnée, généralement, optimise la réalité. Donc, c'est pas parce qu'ils n'ont pas travaillé la donnée. Mais l'exemple que je donne tout le temps, et ça revient un peu, on peut après rentrer un peu plus dans l'exemple de Nike, c'est que pendant un certain nombre d'années récentes, la marque dans l'univers de la mode qu'elle a fait le plus de bruit, c'est Gucci. Et Alessandro Michele, qui est le directeur créatif de la marque, ou qui l'a été jusqu'à très récemment, et le pendant du CEO de la marque, qui est Marco Bizzarri. Ben, je peux vous dire que ce qui fait le succès de la marque, c'est pas la capacité de gestion de Marco Bizzarri, c'est pas l'analyse de données que font toutes ses équipes, c'est toute la fusée créative, aspirationnelle que crée Alessandro Michele avec ses collections, avec sa vision de la marque. Et il ne le fait pas ayant fait un questionnaire à 50 000 consommateurs potentiels de la marque, ni avec un ordinateur quantum dans son bureau. Il le fait par son imagination qui met en œuvre et qui met dans les défilés de mode qu'il fait et qui font que la marque résonne avec les key opinion leaders et à partir de là, Marco Bizzarri, le CEO de la marque, met ça en œuvre pour générer du chiffre d'affaires, pour générer de la rentabilité, pour générer des produits qui sont capables d'être vendus. Et là, la donnée a son rôle à jouer. Et on le voit bien avec Nike, c'est exactement la même chose. Ce qui fait rêver, c'est Michael Jordan. Ce qui fait rêver, c'est LeBron James. Ce qui fait rêver, c'est Roger Federer, c'est Tiger Woods. C'est Spike Lee pour sortir même un peu du sport, parce que c'est aussi une personne qui représente la marque. C'est leur produit. C'est la performance. C'est le rêve. C'est just do it. C'est ça que Nike fait mieux que n'importe quelle autre entreprise au monde. Et juste pour dire, ils sont tellement exceptionnels dans l'aspirationnalité qu'ils créent qu'ils ont 270 millions de followers sur Instagram, quand Adidas en a 1/10. Quand même, c'est... Donc, quand on joue ce jeu-là correctement, ça a un impact énorme. Mais il ne faut pas mélanger le professionnalisme et l'aspirationnalité. Une marque comme Nike, si elle n'est pas exceptionnelle sur l'aspirationnalité, si elle est exceptionnelle sur le professionnalisme, ça va pas nécessairement la rendre exceptionnelle sur l'aspirationnalité. Ben, tout ça, en fait, mon Dieu, ça me fait réfléchir à plein de choses, mais ce que tu me permets de mettre de l'avant, au fond, c'est vraiment, ils ont vraiment respecté l'essence de leur marque, puis l'essence de leur entreprise dans la vision stratégique qu'ils avaient. Et ils ont su prendre la donnée et la mettre à la place où elle avait besoin d'y être. Puis souvent, je remarque, pour l'avoir moi-même vécu dans mes anciennes vies, où on s'attaque aux données, puis on veut essayer de l'utiliser partout.
On essaie de vendre l'idée dans tous les départements. Et souvent, on parle de sujets. C'est une nouvelle technologie qui est coûteuse, qui a un impact sur la façon dont les gens travaillent. Et quand tu prends une marque, justement, qui sait où la donnée peut apporter de la valeur, ça fait toute la différence. Puis c'est plus facile de voir à quel point cette donnée-là a un impact sur l'organisation. Puis, je me permets un peu de rebondir sur ce que tu as dit justement au niveau du côté aspiration, du côté rêve. Il y a une chose maintenant qui existe, puis maintenant qu'on connaît tous les réseaux sociaux, où on peut vraiment interagir avec notre consommateur. Puis, j'ai entendu justement parler du concept dans mes dernières années de ce que j'appelle le Zero Party Data, qui est en fait une Forrester qui ont fait des études justement, puis qui essayaient d'analyser l'impact sur l'organisation, de dire, OK, bon, mais maintenant, avec toutes les données qu'on a sur le web, c'est très coûteux, comment qu'on peut vraiment ajouter de la valeur? Mais avec ces marques-là, comme Nike, comme Gucci, les gens sont tellement attachés qu'au lieu de dépenser des sommes à faire des campagnes en ligne avec des données tierces pour essayer de créer le profil de ton consommateur, mais tu les as en face de toi. Tu as des gens qui sont prêts à te donner proactivement cette information-là, puis cette donnée. Si, comme organisation, tu sais bien où regarder, puis mettre ces stratégies-là en place qui va suivre ton modèle d'affaires, tu risques probablement d'acquérir plus d'informations qui sont riches puis explicites, qui va te permettre de prendre action sur, je vais prendre un exemple, Nike, justement, tu mets des matchs de sport. Des fois, c'est soutenir la famille pour faire de l'exercice, tout ça. Tu viens de créer tout un mode de vie qui serait disponible à la portée de ton entreprise, puis de pouvoir créer tes stratégies par-dessus. Donc, je trouve ça... Si je peux juste me permettre, Julie, juste par rapport à ça, c'est tout ce que tu dis, je suis totalement d'accord, mais je voudrais juste faire une petite parenthèse, ou une parenthèse que je pense qui est importante. C'est, on parle beaucoup de l'univers digital et moi, ce qu'on remarque et ce qui peut paraître contraire à ce qui vient juste de se passer durant la pandémie et post-pandémie avec la croissance du commerce électronique et du commerce digital, c'est la résilience du magasinage physique et le rebondissement du magasinage physique. Et quand je parle d'extrême sur l'expérience, bon, on a pris des entreprises, quand je prends LVMH, c'est des grosses entreprises, Nike, c'est des grosses entreprises, mais pour amener ça à presque du magasinage de proximité et prendre une extrême où il n'y a pas nécessairement besoin de données, je prends un food truck, par exemple. Pas nécessairement de données, mais ils réussissent super bien. Ils ont un produit que les gens veulent acheter. Ils ont besoin d'un tout petit peu de données pour peut-être encaisser ce qu'ils doivent encaisser, mais bon, globalement, et aussi longtemps qu'ils ont un bon produit, une bonne offre, un bon service, que les gens vont revenir. Et ça, je pense à des librairies locales, je pense à tous des magasins de proximité que les gens adorent aller. Moi, j'habite dans le Vieux-Montréal, j'en ai plein en tête, comme l'Espace Pépin. C'est des gens qui nous touchent au niveau du cœur. Et généralement, la donnée a un petit peu de problème à toucher le cœur. Pour l'instant, ça touche encore un peu trop ici. Donc, je pense qu'il ne faut juste pas oublier ça dans tout ce que vous faites parce que je vois tout le monde surtout dans les PME, on pousse tout le monde, le gouvernement aussi, à se digitaliser, etc., à faire des investissements. Chez un food truck, j'ai peut-être même pas besoin d'avoir une présence web. Ouais. C'est certainement pas pour enlever l'importance de la donnée.
Et c'est juste de la mettre là où elle doit être par rapport au modèle d'affaires que j'ai et ce qui va me différencier par rapport à mes consommateurs, mes consommatrices ou mes clients et mes clientes. Euh, je suis tellement d'accord avec toi, Charles, puis je sais que ça peut sonner contradictoire, moi qui baigne dans les données tous les jours, mais je crois que ça revient, puis on arrive déjà vers la fin du webinaire, le temps passe tellement vite, mais ton point final revient un peu à un premier point à retenir quand qu'on pense à notre organisation, puis où on veut se diriger. Et où est la place de la donnée? Mais la clé, le fondamental, il ne faut jamais l'oublier. La donnée, c'est un outil. De la même façon qu'un marteau est un outil, on va l'utiliser lorsqu'on en a besoin. Puis, vous êtes vraiment les maîtres de votre industrie. Ce qui est vraiment important, c'est de prendre un pas de recul puis de penser à votre modèle d'affaires et de se dire, OK, où cet outil-là peut être utile, et vous n'avez pas besoin nécessairement de dénaturer vos activités. Ça se peut que la donnée l'IA ne soit pas nécessairement la réponse. Ça se peut qu'elle peut vous aider dans certains cas. Mais tant qu'on garde ça en tête, c'est ça qui aide à avoir un certain succès dans nos projets. Puis, tu l'as mentionné aussi, c'est que une nouvelle technologie, ça a un impact énorme sur une organisation. C'est très coûteux, que ce soit une stratégie de données, mais que ce soit un nouveau site web, que ce soit un nouveau CRM pour avoir accès à la donnée. Instaurer ce genre de technologie-là, il y a de la gestion de changement à faire. Des entreprises, on est avant tout des individus qui travaillent ensemble. Puis, il faut s'assurer que si on veut utiliser une nouvelle techno ou une nouvelle façon d'utiliser nos données, de toujours inclure de la gestion de changement. Troisième point important, c'est d'avoir un objectif clair. Je suis certaine que tout le monde, on a déjà été devant un beau tableau de bord avec des belles couleurs. On a accès à des nouveaux chiffres. Mais au final, si on ne sait pas quoi en faire, à part de constater qu'on a accès aux données, c'est là que ça va être difficile. Je veux dire, les chiffres de vente et tout ça, parfois, comme tu dis, il faut un bordereau de caisse. Un fichier Excel peut très bien faire le travail avant. Donc, mais si on veut vraiment aider à la donnée à nous aider, penser. La donnée, elle va servir à quoi? C'est quoi le réel impact? Puis quelle action que je vais prendre lorsque j'y ai accès? Les données sont une affaire de tous. Si on veut aider les employés, si on veut aider les gestionnaires à prendre de meilleures décisions, on le voit aussi où des fois, il y a des départements qui ne sont pas de la même compréhension, mais s'assurer que je suis certaine qu'un métro qui veut allier toutes ses marques derrière son programme Moi, ils ont la même vision, puis c'est pour ça que ça va probablement marcher, c'est qu'ils savent que c'est aligné avec le positionnement d'affaires. Puis, bon, ben, le dernier point que Charles, je suis sûre que tu peux confirmer, c'est que l'expertise d'affaires est le plus important dans tout ça. C'est peu importe comment vous utilisez la donnée, c'est fondé sur votre modèle d'affaires, sur vos activités. La donnée qui est accessible juste pour être accessible sans le savoir-faire n'est pas grand-chose. Et je finis un peu dans le technique. Je sais que c'est un petit peu moins intéressant d'avoir des tableaux devant soi, mais j'aimerais ça finir ce webinaire-là en posant ce que j'appelle la question qui tue. Les gens sur l'appel, êtes-vous en mesure de savoir quel est le niveau de maturité dans l'utilisation de la donnée de votre organisation? Je tiens à préciser que ce n'est pas en termes de technologie, mais bien au niveau de l'utilisation de la donnée. Donc, est-ce que votre organisation, justement, ne fait que la donnée n'est même pas existante, puis vous fonctionnez de manière usuelle? Est-ce que vous avez déjà des processus en place dans certains départements pour pouvoir l'utiliser, ou vous êtes rendu vraiment à un stade que vous êtes dans l'innovation, tous vos départements l'utilisent et que vous ne pouvez qu'améliorer vos processus d'affaires pour vraiment venir chercher la valeur de vos données? Sur ce, mon Dieu, je vous laisse avec cette réflexion-là. On est déjà à la fin du webinaire et on commence une période de questions.
Oui, définitivement. Donc, il nous reste quelques minutes. On va essayer d'aller rapidement. Euh, Puis, un gros merci, Charles et Julie, pour votre temps aujourd'hui. Donc, on ne va pas perdre une seconde. Pour les gens qui sont sur l'appel et qui veulent poser des questions, vous pouvez la poser dans la section, encore une fois, questions et réponses de votre panneau Control Teams ou si c'est dans le chat, ça peut fonctionner. Donc, moi, j'avais une première question pour vous deux. Donc, je vais démarrer. Julie, Charles, d'après vous, quel segment du commerce de détail est le plus mature dans l'utilisation des données? Est-ce que ce serait comme par exemple la restauration, les magasins de services ou de produits, les biens essentiels? J'aimerais vous entendre là-dessus. Écoute, je laisse la parole à Charles. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, moi, je pense que c'est les biens essentiels qui sont le plus matures par rapport à l'utilisation des données parce que c'est fondamental pour leur survie. Je reviens quand même si je prends l'autre extrême et je prends un food truck, par exemple, bon, c'est vraiment une extrême qui a pas beaucoup, il n'y a pas besoin d'être expert en analyse de données. Si on vend des hot dogs ou des hamburgers, je suis certain que c'est pas le bon mot en français, mais euh, aussi longtemps qu'il est excellent. Moi, je prends à McGill, on a un hot dog stand qui est fantastique. Il n'y a pas besoin d'être expert en analyse de données. Euh, donc, là, je parle à deux extrêmes totalement différentes, mais c'est clair que ceux qui sont dans les biens essentiels n'ont pas le choix d'être experts. Oui, Et j'ai même envie de dire qu'il y a différents niveaux d'expertise parce que je pense que des Walmart et Amazon sont à des niveaux qui sont tellement sophistiqués que... oui, ben, clairement, eux, puis en fait, c'est que ça revient un peu à questionner justement le modèle d'affaires. J'ai un collègue qui va probablement aimer la réflexion que je dis, mais justement, un Amazon, je crois, justement, est fondé sur de la technologie avant tout. Donc, c'est une nouvelle entreprise qui a été créée avant, par exemple, un Nestlé qui avait certaines opérations qui ont dû avoir des systèmes legacy qui ont dû changer. Euh, donc, c'est définitivement... Mais juste pour prendre le contre-pied par rapport à ça, Julie, juste, si je prends une boîte comme Essence, donc, oui, qui est une belle boîte montréalaise, et moi, quand je vais les voir, ils me disent tous, on est une entreprise technologique, on est une entreprise de données, etc. Moi, je leur dis, écoutez, vous avez rien compris à ce qui fait la différence. Vous avez créé une plateforme qui répond à je sais pas comment on dit le mot curated en français, mais qui est orienté vers des jeunes entre 18 et 35 ans à travers le monde qui ont des moyens et qui veulent être à la fine pointe de ce qui se passe en termes de mode, en termes de restauration, en termes de culture, en termes de tout. Et ça, ils l'orchestrent d'une manière exceptionnelle avec leur contenu, les marques qu'ils ont, les produits qu'ils ont. Après, c'est des bêtes de données, de technologie, mais sans avoir assis qu'est-ce qui les rend différents, ils seraient nulle part si ce n'était pas pour ça. Si ce n'est pas pour le génie des frères Atala à se positionner là-dessus, ils seraient nulle part. Et ça, je c'est pense vrai. qu'ils font très souvent l'erreur, et moi, je leur ai souvent entendu dire ça. Et je leur dis, mais c'est pas ce qui fait votre différence. Et je suis certain que c'est dans la tête de Rami Atala et de ses frères, c'est pas du tout ce qui fait la différence. C'est vrai. Merci. Écoutez, on est à la fin, on est une minute de plus que notre temps. Je vais terminer avec une question. Peut-être qu'on pourrait la poser très, très, très rapidement. Donc, si vous aviez un conseil à donner aux organisations qui désirent commencer à utiliser les données dans leur stratégie, ce serait lequel? Un conseil. En C'est un mot, est-ce une... que ça se fait? euh, En fait, je pense que ça revient au point, du moins de mon côté, mon premier conseil de faire, c'est de commencer à s'y intéresser.
et vraiment lister les problématiques d'affaires que vous avez en organisation. Ils sont vraiment où vos frictions et quel est votre positionnement comme organisation et qu'est-ce qui fait votre différence dans votre marché. Et de là, ça va vous aider justement à prioriser quel projet mettre de l'avant. Pour rajouter là-dessus, moi, je dirais, je me poserais la question pourquoi, pourquoi, pourquoi? Si on répond 3 fois à pourquoi, on a besoin de la donnée et où, ça revient à une question de pertinence. Et là, avec ce qu'on voit avec le laboratoire en bas avec Couche-Tard, et quand même qui est une énorme boîte, et l'utilisation de technologie, la réponse revient toujours mais bon, là, on est plus dans la technologie, à la pertinence, et ça, c'est certain pour l'analyse de données. Et est-ce que la technologie est intuitive? Donc, bon, je ne suis pas certain qu'on peut faire totalement la même analogie à la donnée, mais c'est quand même incroyable comme on ne se pose pas ces questions-là. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est facile d'utilisation pour les employés, pour les clients? Et pourquoi? Si c'est juste parce que le copain d'à côté, la boîte d'à côté le fait, c'est pas une bonne réponse. Je sais que ça paraît un peu philosophique ce que je dis, mais c'est quand même tellement le cas. Les gens se ruent dans quelque chose et ils se réveillent. Je prends SAP par exemple. Je peux vous dire que David Bensadoun, le fils d'Aldo, et les 200 millions de dollars qu'ils ont passés pour mettre en place SAP, il les regrette. Et là, on parle de grosses boîtes. Il aura peut-être dépensé mieux 100 millions sur SAP et 100 millions pour améliorer la qualité des produits qu'il vend ou la qualité de la gestion de leurs inventaires en magasin. Je ne sais pas, mais il est clair qu'il se pose la question, est-ce qu'il y a vraiment eu un retour sur investissement dans la mise en place SAP au niveau de... Et là, je ne dévoile rien de secret parce que je pense qu'il le dit assez ouvertement, donc je ne sais pas. Ouais. Pardon, j'ai été beaucoup plus long qu'une phrase ou un mot, mais... Il n'y a pas de problème. Écoutez, c'était très intéressant. Julie, je ne sais pas si tu avais un mot de la fin ou si tu voulais rajouter quelque chose, mais Ben, écoute, simplement, mot de la fin, Charles, un grand merci de ta présence aujourd'hui. Tu as définitivement amené des sujets, puis comme tu dis, se poser la question pourquoi. Je pense que ça devrait être au cœur de n'importe quelle solution technologique avant de commencer à se lancer dans un projet. Pourquoi on le fait? Puis, si jamais d'ici là, justement, les gens sur l'appel, si vous avez des questions, si vous voulez continuer la conversation, ça va me faire très plaisir de continuer la conversation pour la suite des choses à l'extérieur de ce webinaire. Merci d'avoir pris le temps. merci, Et Julie. juste un dernier mot, juste parce que je viens juste de voir SAP est un dinosaure. Juste pour parler, faire un peu de promotion de notre écosystème et peut-être de Logion en même temps. Pour les PME, on a un écosystème au Québec et au Canada qui est quand même assez extraordinaire. 2 des plus belles boîtes dans ce secteur sont Shopify et Lightspeed. L'une est canadienne, l'autre est québécoise. Ils sont au cœur des systèmes. Il y a des solutions beaucoup plus simples pour des PME en les utilisant. Donc, il y a vraiment des belles choses à faire de manière et à des coûts qui sont accessibles aussi. Donc, j'ai pris un peu le contre-courant par rapport à l'analyse de données, mais maintenant, je rentre dans le cœur du sujet. Donc, juste pour dire... et merci à Julie, à Laurence et à toute l'équipe Naomi de m'avoir donné cette opportunité. Merci, Charles. Donc, là-dessus, j'invite tout le monde, dans le fond, qui veulent continuer de recevoir du contenu, des invitations pour ce genre de webinaire-là, à nous suivre, peut-être vous inscrire à notre infolette. On envoie habituellement une infolettre par mois avec des sujets d'articles un peu dans le même contexte. Sinon, vous pouvez aller toujours sur notre site web, visiter notre section blog dans la section actualité. Et puis, tel que mentionné au tout début de la présentation,
Vous allez recevoir l'enregistrement de la session d'aujourd'hui par courriel. Et puis encore une fois, je voudrais remercier tout le monde, particulièrement Julie et Charles, pour votre temps aujourd'hui et les participants de nous avoir écoutés. Donc un gros, gros merci et puis on vous souhaite à la prochaine. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir.